au final, il y a la même conclusion en fait, que tu sois femme, que tu sois homme. La sexualité des uns et des autres, elle est pas forcément au top, et au final, c'est la faute à qui en fait? À la société patriarcale qui ne nous donne pas les clés pour nous épanouir sexuellement en fait. Salut, c'est Manon, bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, d'entreprises installées ou encore d'associations, sexologues, médecins, sages-femmes, performeurs, influenceuses, réalisatrices, etc. Des rôles de tous les genres évidemment. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Talk Podcast est un média de Talk Univers, le concept store pour libérer la parole autour de la sexualité de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute. Du coup, merci Aïcha d'avoir accepté mon invitation pour répondre à toutes mes questions sur toi, mais surtout aussi Mystère et boule d'orgasme, ce film documentaire qui était attendu et nécessaire depuis très longtemps. Mais avant de parler de ce travail, qui es-tu, Aïcha? Est-ce que tu peux te présenter? Alors, merci à toi. Ça me fait plaisir d'être ici. Donc, je suis Aïcha, réalisatrice marocaine. Donc, je suis née, j'ai vécu au Maroc jusqu'à ma majorité. J'ai 23 ans. Et donc, je suis là parce que j'ai réalisé un documentaire. Donc, c'est mon premier film long, officiel, on va dire, sur le sujet du plaisir féminin. Et donc, mon but, c'était vraiment de montrer la diversité des réalités qui sont liées à ce sujet, le sujet du plaisir féminin, mais pas que, parce que, si tu veux, c'est pas un documentaire qui est que sur ce sujet-là, c'est juste un prétexte pour moi pour aborder plein de sujets qui en découlent, et dont découlent aussi les difficultés qu'on a à avoir des orgasmes en général dans la société. Beaucoup de choses qui concernent les femmes, mais pas que. Et donc voilà, mon but principal à travers ce projet, c'était de montrer de la diversité, des plaisirs. Ok, donc avant ça, tu as étudié la réalisation ou pas du tout? Oui, et c'était un projet perso ou oui, c'était un projet perso. Donc j'ai fait des études un peu multidisciplinaires, mais toujours dans le même domaine artistique, on va dire. J'ai fait des études de lettres initialement, puis des études de cinéma, théâtre un peu aussi, et cinéma, que ça soit théorique ou technique à la fin aussi. J'ai fait aussi une école de pub, donc ça a un peu complété tout ce qui est technique et organisation. Mais oui, j'ai fait des études de ça, et j'ai terminé il y a quelques mois avec la sortie du film. D'accord, ouais, parce que 23 ans, c'est souvent un peu près l'âge où on finit en général nos études, sauf quand on en fait plusieurs écoles différentes. Mais ok. Et du coup, t'as préparé ce film documentaire en même temps que tes études et la fin de tes études. Mais le début, là, il est de cette idée en fait déjà de vouloir le faire, puis ensuite déclic de se dire je vais vraiment le faire. Ça date de quand? Il y a un moment, j'imagine. Alors, ça date, je pense, de l'été, la fin de l'été 2018, donc il y a 2 ans. Donc il me restait encore 2 ans d'études pour terminer mon parcours, et j'ai eu cette idée-là de ce documentaire. En fait, je voulais faire des recherches sur ce sujet-là. De base, je pensais pas que j'allais faire un film dessus. Je pensais juste que j'allais écrire quelque chose et qu'on allait voir plus tard ce que ça allait donner.
Et ça a résonné dans ma tête en fait que ça allait être un film au final. Et donc je me suis un peu lancé le challenge de réussir à le produire et le pré-produire, etc. en même temps que je termine mes études. Et donc je faisais ça principalement le week-end pendant un an. Oui, c'était surtout le week-end et puis mes jours libres aussi, je me concentrais là-dessus. Et du coup, ça se concrétisait comment? Enfin, parce que, non, même avant ça, du coup, t'as eu l'idée parce que toi, tu trouvais que c'était un sujet tabou autour de toi, dans tes amis, à l'école, pendant tes études. Comment c'était reçu quand tu parlais de ces idées-là et pourtant, ouais, pourquoi faire des recherches dessus plus à ta manière, sachant que en 2018, même si c'était pas encore peut-être autant que maintenant, ça commençait quand même. Ouais. On commençait à avoir en tout cas au moins sur Instagram, et puis un peu aussi des livres sur au moins sur le bien-être sexuel féminin. Ouais. Pas sur tous les sujets évidemment, hein, mais voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire il faut que je le fasse aussi moi pour moi et que j'apporte ma patte à ce sujet-là en fait. Alors il y a plein de choses. Vraiment, c'est un mélange de plein de petits éléments qui m'ont donné cette envie. D'un côté, le fait que les gens n'en parlent pas énormément. Je voyais que même mes amis avaient un peu de la gêne lorsqu'on venait à parler de ces sujets. Je me rendais aussi compte petit à petit en faisant des liens qu'il y avait un certain fossé entre la réalité du plaisir féminin et sa représentation dans les productions culturelles en général, ne serait-ce que moi, par exemple, j'ai connu mon plaisir très tôt quand j'étais jeune et c'était toujours de la même manière. Sur mon lit, je me frottais le gland du clitoris, en fait, et j'avais des orgasmes grâce à ça, grâce à la stimulation donc externe de mon clitoris. Et mais à l'époque, tu t'en rendais pas forcément pas compte du de tout, ce que non. tu faisais en fait. Je savais même pas que, enfin, ça n'avait pas un caractère sexuel pour moi. C'était juste vraiment du bien-être. Et puis il y a eu un moment aussi, quelques années plus tard, où j'ai donc associé ça à du sexe, parce que je me suis rendu compte que ce que je faisais à moi-même, c'était du sexe, d'une certaine manière. Puis quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec des hommes, donc hétéros, cis, je retrouvais pas la même chose. Donc, au début, je pensais que c'était peut-être normal que les deux plaisirs étaient différents, le plaisir en solitaire et le plaisir à deux. Mais au fur et à mesure des années, je me suis dit qu'il y avait clairement un problème en fait. Parce que même mes amis me disaient, des fois quand je parlais de sexualité avec mes copines, il y en avait qui me disaient ah mais moi je sais même pas si j'ai déjà eu un orgasme, pourtant je suis en couple depuis 4 ans et je fais énormément l'amour, mais comment est-ce que je peux savoir si j'ai déjà eu un orgasme? En fait, qu'on me pose cette question, comment est-ce que je peux savoir si j'ai déjà eu un orgasme? Déjà, c'est qu'il y a un problème quelque part, parce que si tu as eu un orgasme, ben, tu le sais, tu n'as pas à te poser la question. Et donc tout ça a fait que je me suis dit qu'il y avait un problème quelque part, que les gens étaient matrixés en fait un peu par ce qu'on nous montre, par ce qu'on nous apprend, et en fait on va pas chercher plus loin. Et voilà, ça a coïncidé en effet avec le début de la libération de la parole autour de ces sujets. Je me suis dit que c'était génial et que c'était le moment. Puis en plus, je suis venue en France pour mes études. Il y a une certaine liberté d'expression ici qu'il n'y a pas au Maroc, d'où je viens notamment, et je me suis dit qu'il fallait en profiter, que c'était le moment de s'exprimer en fait, et de laisser d'autres personnes s'exprimer aussi. Ouais, t'as vraiment vu une différence si t'es arrivée en France pour tes études, du coup, j'imagine à 18 ans. Si tu te rendais bien compte que c'était de la sexualité avant ça, cette masturbation et ce plaisir. Est-ce que t'aurais osé en parler autant ou faire ce genre de documentaire au Maroc? C'est quoi la différence entre les deux à l'époque et puis en ce moment, même aujourd'hui, maintenant que t'as fait ce documentaire-là? Alors j'aurais peut-être osé,
si j'étais au Maroc, et c'était le cas d'ailleurs parce que j'osais en quelque sorte parler de beaucoup de choses avec des gens dans mon pays, mais est-ce que j'aurais eu le droit de le faire publiquement? Non, absolument pas. Il y a, comme je disais juste avant, il y a une certaine liberté d'expression ici qu'on n'a pas là-bas, c'est-à-dire que je n'aurais pas pu faire un film financé par l'État sur ce sujet-là. Je ne pense pas. J'aimerais bien. Enfin, après, je Et parle. même en France, c'est quand même rare. C'est pour ça que c'est vraiment une Ouais. question que j'aurai après, que t'aies eu la chance de pouvoir faire ça financé par l'État et que ça soit diffusé sur France TV Ouais. c'est une révolution. Enfin, je trouve c'est Je me rends pas absolument génial compte, que tu aies mais pu faire ça. Mais ok. Et donc bref, du coup, tu as tout ça en tête et depuis 2018, tu commences ces recherches et tu commences à bosser dessus le soir et le week-end. T'es toute seule sur le projet ou tu commences déjà à en parler avec des gens? Alors, au début, j'étais toute seule. J'écrivais, je recherchais, je me masturbais aussi pour pouvoir découvrir de nouveaux trucs à écrire. Et au fur et à mesure, donc j'ai demandé à mes proches, j'en ai parlé autour de moi, j'ai demandé de l'aide donc pour organiser, pour produire le film. Parce que de base, j'étais pas passée par une boîte de prod, je l'ai autoproduit, donc j'ai un peu tout organisé seule au début. Puis au fur et à mesure, j'ai constitué une équipe de personnes qui étaient motivées pour travailler dessus. Donc c'est des amis, oui, la majorité c'est des amis. Puis au final, je me suis fait produire par un producteur qui est un ami à moi parce que au final, faut avoir quand même un producteur pour être diffusé dans ce genre de chaîne. C'est voilà, tu fais toutes tes recherches et tu vois, un documentaire, ça se montre de plein de façons différentes et j'ai été étonnée. Bon, après, j'avoue, je devrais peut-être plus, mais je suis pas une énorme consommatrice de documentaires. Je lis plus à la limite. Ou alors je suis plus en mode YouTube. Et du coup, j'étais étonnée de voir que c'était un documentaire que pendant 1 heure, enfin, j'avais vu les bandes annonces, les teasers, j'avais vu certaines personnes qui allaient être interviewées et intervenir, mais j'avais pas compris que ce serait 1 heure de montage enchevêtré entre différentes personnes qui témoignent de leur expérience et de leur avis. Et en fait, non, on s'ennuie pas, quoi. On pourrait croire, si on l'avait su avant, on pourrait se dire, ah, ça va être long si c'est 1 heure que de témoignages, même si c'est des personnes différentes. Mais en fait, pas du tout. Et pourquoi tu t'es dit, je vais faire que des interviews? Est-ce que tu avais d'autres idées au début de la manière dont tu allais traiter le sujet? Parce que le sujet, c'est mystère et boule d'orgasme, mais c'est vrai que tu précises pas si tu as parlé du plaisir féminin. Finalement, on en parle plus quand même que du reste. Même s'il y a un moment où on parle un peu du plaisir masculin. Donc voilà, comment tu le construis en fait? Il y a toutes tes recherches autour de ces sujets-là, mais après, comment tu construis? Ouais. Alors, ce projet, je l'ai construit un peu à ma sauce. En fait, il y a eu plein d'étapes. Au départ, donc j'étais dans les recherches il y a 2 ans de cela environ. J'effectuais mes recherches de mon côté. J'effectuais quelques liens, donc, comme je te disais avant. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire un scénario. Un scénario que j'avais pensé de base avec une voix off. Donc, j'ai écrit une voix off que je coupais à chaque fois pour insérer dans mon scénario des images dedans. Donc j'imaginais la voix off va commencer de 0 à 1 minute pour introduire. Ensuite, on a un interview avec une personne chez qui je vais essayer d'avoir cette information. Ensuite, on va avoir un petit peu d'animation. Enfin, j'avais pas du tout imaginé ça comme ça de base. Donc j'avais écrit toute une voix off. Ensuite, deuxième étape, je me suis dit j'allais tourner pour récolter les témoignages. Et quand j'ai fait les tournages, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'informations, autant d'histoires, de personnel, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais la possibilité, en fait, d'effacer toute ma voix off et de mettre que des gens qui parlent. Et je trouvais ça assez intéressant. Je me suis dit que au final, plutôt que de donner mon avis sur le sujet en utilisant ma voix, même si j'allais pas mettre ma voix, mais c'était mon écriture, ma plume,
Ben plutôt laisser les gens s'exprimer, parce que dans tous les cas, tous les sujets que je voulais aborder, on m'en a parlé, donc grâce aux questions que je posais, et donc j'ai tout effacé et je suis repartie de zéro. Après les tournages, j'ai effacé. Là, si je te montre ma version 1 du scénario, enfin c'est pas du tout ce film là que j'imaginais de base. Mais ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que du coup, le documentaire, c'est pas comme de la fiction, c'est hyper changeable, modulable, au fil des rencontres et des témoignages. Ben, tu peux changer complètement ton projet. Et voilà, du coup, j'ai tout remplacé par les témoignages. J'ai tout enlevé de ce que j'avais mis au début. Ce qui m'a fait bizarre au début, mais au final, j'ai trouvé que c'était bien. Ouais, bah en tout cas, c'est hyper dynamique. Enfin, et tout, il n'y a pas de répétition. Enfin, chaque personne a quelque chose à dire ou rajoute quelque chose par rapport à ce que l'autre a dit. Et du coup, pourquoi s'être finalement concentré plus, enfin, en tout cas principalement, sur le plaisir féminin? Oui, mais c'est pas très grave, t'inquiète. Pourquoi le plaisir féminin? Alors de base, je voulais vraiment faire un documentaire sur l'orgasme féminin, en fait. Je, je voulais aborder ce sujet-là parce que je pensais qu'il était beaucoup plus tabou que le plaisir masculin et qu'il n'y avait pas assez d'efforts et d'énergie qui étaient mis dans la recherche, qu'elle soit scientifique pour ce qui est de la femme, ou bien j'ai trouvé qu'en général dans la société on n'allait pas trop loin pour euh, pour pour avoir des informations concrètes sur notre plaisir à nous, femmes, enfin personnes possédant un vagin et un clitoris. Et du coup, au début, j'étais vraiment partie sur le plaisir féminin, sur l'orgasme féminin même. En fait, je pensais d'abord faire un documentaire sur l'orgasme féminin. Ensuite, je me suis dit que j'allais un peu ouvrir ça au plaisir féminin en général. Puis après, je me suis dit que ça serait dommage quand même de se concentrer que sur le plaisir de la femme et qu'il fallait quand même au moins quelques témoignages euh, d'autres plaisirs pour ne pas rester vraiment focus que sur une sexualité. Mmh. Ok. Et que dans tous les D'accord. cas, l'un n'allait pas sans l'autre. Et les problèmes d'une sexualité ne va pas sans les problèmes de l'autre, en fait. Parce qu'au final, comme tu m'as parlé de Lou et Salomé, je les ai rencontrés pour discuter. Ils avaient besoin de quelques conseils. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'est qu'au final, que ça soit moi qui fais un documentaire sur le plaisir féminin ou elle qui fait un documentaire sur le plaisir masculin, au final, il y a la même conclusion en fait. Que tu sois femme, que tu sois homme, euh, la sexualité des uns et des autres, elle est pas forcément au top. Et au final, c'est la faute à qui en fait? À la société patriarcale qui ne nous donne pas les clés pour nous épanouir sexuellement en fait. Il n'y a pas un sexe qui est plus avantagé que l'autre au final. C'est vraiment plus des préjugés, des tabous et, euh, et des choses qui font qu'on nous permet pas en fait de juste nous concentrer sur notre plaisir individuel. Oui, c'est vrai que peu importe notre genre, enfin là, malgré nous, pour une question de manque de vocabulaire, finalement, à chaque fois, on précise plaisir féminin, plaisir masculin, mais on devrait... Moi, je préférerais à la limite dire... voilà, plaisir d'origine clitoridienne ou ou euh, ou de, j'ai même pas l'adjectif là. Pénien. Pénien. Ah oui, pénien, voilà. Je devrais Et l'avoir. encore, il n'y a pas que le Et pénis encore, qui c'est pas donne, que pénien, voilà, donne le plaisir. prostatique, Ouais. voilà. Mais voilà, après, on oublie aussi, enfin très souvent, même si on en parle de plus en plus, de parler des personnes transgenres, mais dans tous les cas, on parle de sexualité en général et de manque de connaissance de soi ou de l'autre. T'inquiète pas, c'est pas grave, chacun sa piste, j'entendrai pas ça. Y a pas de problème, je suis habituée. Qu'est-ce que je voulais dire du coup, ouais, comment tu
t'as choisi ces personnes? Parce que bon, là, on a parlé de la construction finalement, entre l'idée que t'avais du début et puis finalement ce que ça a donné à la fin. Mais entre-temps, t'as quand même choisi les personnes que tu voulais interroger. Et bon, il y en avait certaines que je connaissais de notoriété, etc. Et puis d'autres que j'ai découvert dans ton reportage, et qui en fait avait déjà un avis assez tranché là-dessus, et je sais juste que je les connaissais pas. Et voilà, comment toi tu les as choisis? Alors, vraiment pour choisir les intervenants et les intervenantes, ça a été un mélange entre des personnes qui sont venues à moi parce que j'ai mis des annonces sur les réseaux sociaux. Quand je commençais à écrire, j'ai mis quelques annonces, par exemple, sur mon compte Instagram. Voilà, j'ai un projet, je recherche des personnes qui veulent bien me parler de leur sexualité. Donc j'ai reçu quelques personnes donc suite à ça. Et puis il y en avait d'autres qui étaient assez connus que je voulais dans mon film, que je suis allée chercher personnellement. Et puis il y en a aussi quelques-unes qui sont des connaissances à moi, des amis auxquels j'ai pensé en écrivant. Je me suis dit cette personne-là, je pense qu'elle pourra me parler de ça. Voilà, c'était un peu un mélange. Puis même une personne que j'ai rencontrée dans le métro un jour. C'était pendant les tournages, j'ai vu c'était Christian, je sais pas si tu le Le reconnais. professeur? Exactement. Euh, J'étais dans le métro et je vois cette personne qui a attiré mon regard énormément. Je le trouvais très charismatique, je sais pas pourquoi. Euh, et puis je m'assois à côté de lui et on commence à discuter. Donc c'est lui qui parle avec moi et Trop bien. je le C'est trouve rare quand hyper même dans le métro. intéressant. Ouais, c'est vraiment rare. C'était un peu un petit truc du destin. Et puis on discute, il me dit alors, toi qu'est-ce que tu fais et tout. Je lui dis écoute, en ce moment je suis sur un projet de documentaire sur le sujet de l'orgasme féminin. Et puis Christian, il a les larmes aux yeux et il me dit mais ma belle-mère a fait partie des femmes qui se sont battues pour la mise en place du planning familial en France et elle aurait été tellement touchée de savoir qu'elle a des prédécesseurs des Non, des prédécessrices descendantes des plutôt. descendantes oui pardon oui des descendantes et puis voilà, puis je lui ai dit bah écoutez si vous voulez venir parler pour moi pour ce projet-là, puis c'était une super rencontre d'ailleurs, c'était un Ouais, parce super que hasard. son discours était vraiment hyper intéressant, avec l'histoire de sa femme qui du coup a une sclérose en Sclérose en plaques. plaques. Donc voilà, une maladie qui touche aussi beaucoup aux sensations, et donc Ouais. après c'est une forme d'handicap. Donc on aborde un peu ce sujet-là. On n'a pas le temps de tout aborder forcément en 1 heure, mais Ouais. là on le touche un peu, et de handicap et sexualité. Et Et il dit justement dans le film que le fait qu'elle soit handicapée n'empêche pas d'avoir des orgasmes qui sont beaux. Et il dit au final, tout est beau dans l'amour, quel que soit ton état de santé, etc. Je trouvais ça si beau. mm, J'adore. ouais. Non, mais d'accord, trop bien. Donc un beau mélange en fait C'est ça. de témoignages. Ok. Et, du coup, pourquoi ce... Non, toujours sur l'organisation, je vais essayer de rester organisée dans mes questions, à peu près. Ça s'organise comment un tournage? Parce que bon, j'ai eu la version de Lou et Salomé, mais j'imagine que tout le monde est différent. Entre, du coup, 2018, tu commences à avoir l'idée. J'avoue, j'ai plus la date de sortie, je crois que c'était début de cette année. C'était en septembre là. C'était Ouais. 2 ans plus tard. Ok. Ah oui, c'était en septembre, je crois que c'était un peu Ouais. plus tôt. Ouais. Donc, il se passe est-ce qu'il y a des grandes étapes dont tu peux nous parler? C'est quoi la Alors, vie ou la journée type d'une réalisatrice de documentaire, et surtout pour son premier documentaire? Alors au début, du coup, pour moi, c'était un peu vu que c'était mon premier film et que je n'avais pas déjà eu l'expérience de produire et de tourner un film d'une d'une aussi longue durée. J'ai commencé un peu au feeling. Je n'avais pas vraiment d'organisation. J'ai écrit pendant quelques mois, donc entre mes recherches et l'écriture.
Ensuite, j'ai passé quelques mois à rien faire, juste à relire ce que je faisais, à faire des modifications et à continuer à refaire des recherches. Et puis, j'ai décidé de commencer les tournages. Donc, j'ai fait les annonces et je me suis organisée, mais vraiment à la dernière minute, à chaque tournage au début. Ce n'est pas à refaire. Ça, c'est vraiment par manque de moyens et d'expérience. J'appelais les personnes qui pouvaient m'aider. Je me débrouillais pour avoir chaque matériel, louer ce que j'avais besoin de louer. Mais c'était pas très organisé au départ. Pas du tout même. Mais c'était vraiment un peu système D, on va dire. Oui, alors je connais cette personne qui peut faire ça, cette personne-là qui peut faire ça, cette personne qui peut me prêter ça, ok. Donc au début, c'était assez... je faisais ça à mon rythme aussi, un samedi par-ci, un samedi par-là. Donc les tournages ont pris vraiment plusieurs mois. J'avais pas énormément de temps parce qu'en même temps, j'étais en master et en alternance. Donc je faisais ça petit à petit. Je calais les rendez-vous téléphoniques quand je réussissais à les caler. Je demandais des informations aux gens aussi. Ça a encore duré quelques mois. Oui, donc tu as étalé en fait les Oui, rencontres et les enregistrements. c'est C'était pas ça. tout d'un coup, je loue un C'est ça. studio, je loue un lieu. Non, pas du tout. Exactement. Ok. J'ai vraiment tout étalé, on va dire les tournages, en un an. 8 mois à un an, on va dire. J'ai vraiment étalé les choses. Ensuite, quand j'ai terminé de tourner, j'ai tout retranscrit. Ça m'a pris un temps fou. Je ne savais pas qu'il y avait des retranscripteurs automatiques. Je le sais aujourd'hui. Retranscrit, tu veux dire les témoignages, Oui, etc. Pourquoi? alors, parce Pour les que, sous-titres? comme je te disais avant, de base, je suis littéraire. Ouais. Et pour construire mon film, je pouvais pas ne pas le retranscrire, en fait. J'avais besoin de mots devant moi et de remplir des pages avec tout ce qui s'est dit, que ce soit les questions ou les réponses. Et du coup, je me suis retrouvée avec une centaine de pages écrites de témoignages. Et c'est là où c'est ma manière, hein. Chacun a sa manière de monter, mais c'est là où j'ai sélectionné les paragraphes et j'avais mon fil rouge de base, ma sorte de plan de disserte. Et donc, j'ai fait ça un peu comme un plan de dissertation, mais ça, c'est mon côté littéraire, tu sais, chacun fait à sa sauce. Il fallait tes parties et tes sous-parties, quoi. C'est ça, il me fallait mes parties, mes sous-parties, mes exemples, mes contre-exemples, Bien sûr, les illustrations à chaque fois. Exactement. Exactement. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Maintenant, je sais pas si je fais un deuxième projet, je sais pas si je ferai comme ça encore. À réfléchir. Bon, c'est sûr que ce sera plus organisé cette fois-ci. Mais voilà, c'était ma manière de le faire. Et donc j'ai retranscrit, ça a pris quelques temps aussi, parce que j'avais pas beaucoup de temps, je le faisais surtout la nuit. Et puis quand j'ai terminé de retranscrire, ben c'est là où je me suis dit j'efface toute la voix off que j'avais écrite de base et que je voulais compléter avec les témoignages. Je me suis dit, les témoignages vont devenir l'objet principal, en fait, le contenu principal du docu. Ça va pas être juste des illustrations, mais des idées. Plutôt que de faire un reportage, un documentaire avec des exemples, plutôt offrir aux téléspectateurs des exemples à piocher, à choisir à sa manière, selon son vécu et selon ses envies. Ok, d'accord. Et après, du coup, il y a eu la post-prod. Ouais. Qui a duré quelques mois. Ok. Donc voilà, oui, j'ai tout étalé comme du beurre sur une tartine. Et qu'est-ce que je veux dire, ouais, pour le financement, tu m'as dit le partenariat avec France TV Slash, c'est grâce à ce producteur, mais est-ce que tu t'attendais à ce qu'une chaîne publique française Alors non. te distribue, parce que est-ce que c'était ton objectif, ton ambition, c'est possible, tu vois, genre non, c'était pas mon ambition de base. C'était plutôt une grosse surprise, une bonne grosse surprise. De base, je voulais juste faire réussir à finir le film et que les gens le voient. En fait, c'était mon seul but. Et je me suis dit que même, si je devais le mettre gratuitement sur Internet sans rien gagner, juste pour qu'on puisse le voir en masse, ça m'allait aussi en fait au départ. Donc
on va dire que c'était une bonne grosse surprise, méritée après 2 ans de travail. Ok. Et est-ce que je me dis aussi, vu que moi je découvre France TV Slash depuis pas si longtemps que ça finalement, et c'est la seule chaîne que je connaisse pour l'instant qui aborde autant le sujet de la sexualité, tu penses qu'un jour ce serait possible qu'on le voit sur France 2 ou sur TF1 ou pas du J'aimerais tout? bien, on verra. Est-ce que J'aimerais bien. toi qui connais maintenant un petit peu la différence, est-ce que ouais, pourquoi ça passe sur France TV Slash et pas sur une autre chaîne, tu vois? Alors que c'est le même groupe finalement, Oui, c'est le en même tout cas sur groupe, les en chaînes effet. publiques. En Euh, effet. Parce que voilà, France TV Slash, C'est pas... ça a une certaine audience, mais c'est pas aussi grand public Oui, qu'un France clairement. 2 ou France 3. Clairement. Je pense que ces sujets-là, pour le grand public, on n'y est pas encore vraiment, en espérant que peut-être il pourra passer un moment à 23h, même s'il pourrait très bien passer à 18h. Mais oui, je pense que pour le moment, ces sujets-là, c'est encore un petit peu tabou pour les chaînes nationales, télévision. Peut-être qu'ils ont plus de liberté quand c'est numérique. Bah écoute, je vais voir avec eux et je te tiens au courant. Ok. Non, mais qu'est-ce qui, selon toi, bloque finalement parce qu'en plus, la manière dont toi c'est fait, enfin, c'est vraiment que des témoignages et même dans les mots, même si enfin, c'est des témoignages perso et tout, il y a rien de cru, il y a pas de petites blagues comme on aurait pu faire parfois en Ouais, racontant une anecdote perso. Il y a pas de, au pire, ça sera fait du vocabulaire que des jeunes vont pas forcément ouais, comprendre. ouais, je Je fais en vois pas sorte. qu'est-ce qui pourrait être censuré finalement Ouais, et ouais, ben qu'est-ce qui pourrait être choquant. je sais pas non plus. Je J'essaye sais de pas me non mettre dans plus. la tête de la manière la plus prude possible et je me dis qu'au pire, je comprendrais pas certains mots. Je veux dire, c'est tout. C'est Non? clair. Non, mais moi, en fait, c'était une volonté de ma part de faire un film où il n'y a pas de mots choquants, en fait, parce que je voulais qu'il soit accessible au maximum, même aux enfants. Et j'aimerais bien qu'il soit diffusé dans des écoles, qu'on le montre à des personnes qui ont même moins de 12 ans, parce qu'au final, bon, ils ont mis le tampon moins de 12, mais Ah, ils l'ont mis, j'ai pas fait attention. oui, il est D'accord. interdit aux moins de 12 ans. Je pense que Sérieusement? c'est Ouais. obligatoire, en fait, dans les chaînes nationales. Quand on parle de sexualité, il faut qu'il y ait moins de 12. Ok. Donc, c'était même pas discutable. Mais oui, à voir. Je pense il y a pas encore vraiment d'émissions ou quoi qui parlent de sexualité comme ça sur les chaînes nationales à la télé. Non, il y a que Pas, France TV Slash, je il y a crois. que France TV Et Slash et c'est pas à Canal, la télé. mais ouais. Après, si t'as Canal, mais c'est privé. Oui, c'est privé. Bah Et écoute, on va faire quelque chose hein, pour faire en sorte de révolutionner la télé aussi. mm, mm. Ok. Question que j'aurais dû poser dès le début, même si je pense avoir ma petite idée, mais pourquoi Mystère et boule d'orgasme? Pourquoi ce titre? Alors, Mystère et boule d'orgasme, ça m'est venu comme ça un jour où je cherchais un jeu de mots parce que j'aime bien les jeux de mots. C'est un peu ironique dans le côté mystérieux de l'orgasme féminin, le côté un peu mystique. On a toujours voulu en faire des tonnes, que quoi c'est un truc de mystérieux, hyper difficile à atteindre et tout. Et puis voilà, donc il y a un côté un peu ironique dans le mystère. Puis boule d'orgasme, boule de gomme, ça m'est venu comme ça. J'ai trouvé ça joli. Je sais pas. Et c'est vrai que c'est un contraste le mystère avec ce qui est dit dans le reportage Ouais, où à partir du moment où c'est tout devient plus, enfin c'est comment faire, tout devient plus c'est facile ça, quoi. c'est ça. Je Ouais, suis très ironique en général, même quand je parle avec mes amis ou quoi. Donc, ok, ok, d'accord. Et bon là, ça a l'air quand même d'avoir été assez facile, long certes, même parce que tu étais occupée entre tes études et ouais, ton alternance et que voilà, c'était un projet perso, mais ça a l'air quand même d'avoir été assez fluide pour un beau résultat. ouais. Assez Mais est-ce que tu fluide, as mais eu, beaucoup voilà, est-ce que, d'énergie. ouais, quand même, ça Énormément évidemment. d'énergie. Je pense que ouais, j'ai mis dedans beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi-même. Mais oui, je pense qu'à partir du moment où tu es motivé et que vraiment tu es passionné par ce que tu fais,
tu le fais, même si tu ne dois pas dormir pendant quelques mois, et même si tu deviens fou ou folle à des moments où tu pètes les plombs et tu as l'impression que tu es en train de jouer ta vie parce que c'est ton bébé, ton projet, s'il se passe un truc. Pour la petite anecdote, un jour j'étais dans l'avion et il y a eu des turbulences que je n'avais pas vécues depuis super longtemps. Pourtant, je prends assez souvent malheureusement l'avion vu que ma famille est au Maroc. Et donc j'avais mon ordinateur, mon disque dur sur moi, et le seul truc auquel j'ai pensé à ce moment-là, c'est je n'ai pas de copie de mon film, des rushs de mon film chez quelqu'un d'autre. Si l'avion se crache et que je meurs, le film ne pourra pas sortir. Et c'était ma seule, c'était ma seule frayeur. Donc dès que j'ai atterri et que je suis arrivée chez moi, j'ai acheté d'autres disques durs et j'ai fait des copies et j'en ai laissé partout. Ah oui, c'était obsessionnel. Oui, à un moment, c'était devenu obsessionnel, mais tout ça pour te dire que il y a des moments où tu pètes des plombs parce que quand tu es vraiment à fond dans un projet et que tu en ressors pas, ça peut prendre beaucoup d'énergie et de charge mentale, mais au final, tu réussis à t'en sortir et tu redeviens à la normale. Ok, donc à part ta santé mentale qui est ça, bon ça a été mais bon voilà, il y a eu des petits moments, ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où voilà tu as eu l'impression d'être face à un mur, un obstacle? Est-ce que voilà il y a des obstacles que tu as pu rencontrer, des combats, des critiques dont tu pourrais partager ou pas? Je pourrais t'en partager. En fait, il y a eu quelques réflexions que j'ai pas vraiment appréciées. C'est arrivé plusieurs fois sur le fait que je sois racisée, maghrébine, marocaine, et que ça soit moi qui porte ce projet. C'est quoi le problème? Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on t'a dit exactement du coup que je comprenne? C'était juste des petits sous-entendus. Je donne un exemple. Un policier à la douane qui me dit, il discute avec moi parce que je sais pas pourquoi il discute souvent avec moi. On me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Écoute, en ce moment, je viens de sortir un film sur ça. Et t'as pas peur, toi, en tant que Marocaine, t'as pas peur? Tu fais ce genre de trucs comme ça? Faut que tu fasses gaffe quand même. C'est pas bizarre pour une arabe? Parce qu'on fait toujours l'amalgame arabe, marocaine, maghrébine, enfin bref. Même si c'est pas exactement la même chose. Mais oui, j'ai souvent eu ce genre de réflexion pas très sympathique, enfin pour moi, comment ça se fait que tu portes ce projet étant donné ton origine. Tu n'es pas censé faire ce genre de choses. On n'est pas censé, tu n'es pas censé oser faire ça sans avoir peur des retours de chez toi, est-ce qu'on va te prendre pour une fille de joie. Enfin bref, parce tout que ça. Du coup, ça voudrait, toi, tu l'as pris comment que, en fait, on partait du principe que comme tu es d'origine marocaine, tu aurais une éducation ou une famille plus fermée sur le sujet. Exact. Que ce soit le cas ou pas, ça pourrait être le cas si t'étais né en France, mais clairement. Du coup, t'avais l'impression que c'était une fausse inquiétude finalement. Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Ah ouais. Oui, on te l'aurait quand même peut-être posé d'une autre manière, juste en mode en tant que femme. Donc là, c'était en tant que femme. C'est ça, en tant que femme marocaine, tu fais ça. Enfin, ouais, moi, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Ou est-ce qu'au contraire, on t'a posé la question du coup, mais c'est encore plus courageux du coup parce que tu risques ça. Tu risques des représailles. Ça a déjà été formulé, je pense, une fois ou deux, ou dans ce sens-là, mais plus souvent dans l'autre sens quand même. D'accord. Donc, qu'il aurait fallu que tu t'auto-censures encore plus. Apparemment. Finalement. Après Donc ça, c'était juste désagréable, mais est-ce que finalement, ça te motivait pas plus qu'autre chose? Ah si, carrément. Ouais. Okay. Si, c'est vrai. Après, c'était plus des obstacles de la vie de tous les jours dans un tournage,
des obstacles, c'était plus matériel, mais au final, si t'es motivé, tu réussis à trouver des plans B et à avancer malgré les difficultés. Mmh. Et c'est vrai que du coup, là, on parlait du fait que tu étais une femme et en plus marocaine. Est-ce que ça t'a... Bon, là, ça t'a motivée, mais est-ce que, outre ça, juste entre toi et toi-même, t'as pu te poser des questions de légitimité, genre pourquoi moi, je pourrais parler sur ce sujet-là? En plus, c'est mon premier film. Tu vois, en quoi moi, je représente la voix des femmes là-dessus, ou même des femmes et des hommes, peu importe d'ailleurs, puisque c'était le sujet. Est-ce qu'il y a des syndromes de l'imposteur ou pas? Alors franchement, je me suis pas posé de questions quant à la légitimité. Pour moi, c'est un sujet, un tabou universel, que je sois marocaine, française, cambodgienne, enfin, peu importe. Non, pas par rapport à la légitimité. Je me suis posé des questions à un moment par rapport à qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi. Mais ça a pas duré plus de 2 minutes. Tu sais, on a beaucoup, au Maroc en tout cas, je parle pour mon pays, je sais pas autre part, mais on a beaucoup ce truc de que dira-t-on? Que dira-t-on de, je sais pas, un exemple de ma fille, si on savait que, voilà, c'est une prostituée, exemple tout bête. Et c'est hyper ancré en nous, on a hyper peur des mauvaises apparences, de ce que vont dire les gens sur nous, en fait. Les gens parlent énormément, on a hyper de commérage, etc. Et il y a eu un petit moment où j'étais assise dans mon salon et que j'étais au milieu du processus du film et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi? Mes oncles, mes tantes, les cousins, les machins, tout ça. Mais franchement, ça a duré 2 minutes et puis à la fin, je me suis dit non, je m'en fous. Ça ne changera rien à ma vie, quoi qu'ils pensent. Ok, bon, trop bien. Et du coup, quels sont les projets maintenant, après, même si c'est récent sa sortie, après Mystère et Boule d'Orgasme? Alors j'aimerais bien continuer un peu sur cette voie-là d'aborder la condition de la femme. Peut-être essayer de voir un peu plus loin dans d'autres sociétés. J'aimerais bien chercher, montrer aussi, comparer que au final, parce qu'au final nous, ici en France, je dis nous, on a encore des problèmes, des tabous liés à la sexualité, des difficultés, mais si on compare à d'autres pays, on a énormément de chance, énormément de liberté. Et j'aimerais bien donc aller voir d'autres sociétés et essayer de faire des projets en allant voir plus loin d'autres personnes, comparer un peu les pratiques, comment ça se passe, les mentalités, etc. Et discuter avec ces personnes-là. J'aimerais bien faire ça. Ok, d'accord. Voilà. Alors attends, désolée, j'ai un petit bruit de mon côté, donc je vais attendre, comme ça je suis prête. Super, ils m'ont pas écouté du tout, mes parents. Mais bref, là c'est bon, je peux reprendre. Ok, super. Et c'est une question que je pose souvent. Donc là, maintenant, je sais que c'est projet perso. Mais est-ce qu'il y a des choses que toi, t'imagines, que t'aimerais voir venir au sujet de la sexualité? En gros, la question, il faudra que je la pose comme ça maintenant. C'est quoi pour toi, si tu devais imaginer la sexualité du futur? Tu donnes la date que tu veux. Est-ce qu'il y a des sujets, on aurait des nouvelles problématiques ou des sujets qui seraient complètement résolus? Alors, je sais pas pour les problématiques, mais il y en aura sûrement de nouvelles avec toute notre technologie et tout ce qui se passe. On va peut-être faire du sexe à distance maintenant. Ça se fait déjà apparemment, j'ai vu qu'au Japon, ils ont sorti des machines pour faire du sexe à distance avec des sortes de vêtements sensibles où tu peux toucher et l'autre personne à distance ressent... Ouais, ça, je me suis pas encore assez renseignée sur le sujet, mais ouais, j'en ai entendu parler. Et même avant ça, au pire,
le télé, ne serait-ce que le sexe au téléphone, ça a toujours existé. Oui. Et puis il y a aussi maintenant tous les sextoys connectés. Connectés, exactement. Et ouais, même si là pour l'instant c'est plus à destination des vagins et clitoris, mais je crois que ça existe, mais tu vois, l'équivalent masturbateur pour les pénis, tout il y a, mais je sais pas s'ils sont aussi connectés, que je regarde. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que d'ici là, mais surtout maintenant avec ce temps d'isolation, de confinement, on sait pas quand est-ce que ça va finir. Je pense que on va se remettre sur chatroulette, il va y avoir plein de nouvelles modes, je pense. Mais oui, mais si je devais imaginer un futur où notre sexualité serait saine, ça serait un moment où tout le monde, où personne ne donnerait plus d'importance au regard extérieur, au jugement, et juste se concentrerait sur son corps, son plaisir, son désir, de la manière la plus naturelle et absurde, ne pas avoir peur d'être ridicule en fait, de faire des choses qui peuvent paraître ridicules, ne pas prendre en considération en fait le monde extérieur quand il en vient à notre sexualité. Et je pense que le jour où tout le monde fera ça, le jour où il y aura plus toute cette honte, tous ces non-dits, toute cette peur en fait du jugement et du regard de l'autre, je pense qu'on aura on sera tous bien dans notre sexualité. Ouais, tous et toutes. C'est malheureusement, j'ai peur que ce soit utopique, mais j'ai envie d'y croire aussi, mais parce que si on arrive à faire ça dans la sexualité, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on en soit capable en général, en fait. Carrément, ce serait génial. Sauf si on arrive à faire la part des choses et qu'on le fait au moins que pour la sexualité, ouais. Carrément, ça serait trop cool. Ok. Bon, super. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Merci beaucoup. Et du coup, on peut retrouver ton reportage ton documentaire sur France TV / et donc sur leur site internet. Et sinon, on peut te suivre principalement, c'est quoi, sur ton compte Instagram ? Oui. Ou ailleurs aussi ? Non, c'est mon compte Instagram. Ok, donc qui est Mystère et Boule d'Orgasme, tout attaché, il me semble. Oui, avec un seul E. Ouais. Ok. Super, merci beaucoup Aïcha. Merci à toi Manon. Et puis on a hâte de voir le prochain reportage à la suite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Toutes les références et personnes mentionnées sont en description de l'épisode, évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram Talk-Univers. Merci encore et à très vite.